muchas gracias por la invitación a la Academia, a Aurelia Arcocha y a Olga Anógina. Muchísimas gracias de verdad por esta ocasión. La autotraducción especialidad española hace referencia al mundo culinario casi. Es que quiero subrayar, y luego hablo en francés, lo digo para los intérpretes, subrayar simplemente que España hoy día es uno de los lugares en el mundo donde más se practica la autotraducción. Por eso es una especialidad. Y no siempre ha sido así. Es un fenómeno bastante reciente. De hecho, porque las lenguas tienen su destino. Les langues ont leur destin, comme les livres dans le célèbre adage latin Habent sua fata libelli. Ces jours-ci se célèbre donc le centenaire de l'Académie royale de la langue basque, la Euskaltzaindia, fondée pendant une période favorable à l'étude et à la promotion des langues, connue ici sous le nom de Eusko Pizkundia, Renaissance basque. Non pas que le projet d'unifier les dialectes basques en une langue, à l'image du Volgare illustre et perfetto que Dante avait envisagé pour la péninsule italienne 6 siècles plus tôt, fit l'unanimité, loin de là. Comme ce fut le cas pour d'autres langues européennes qui n'avaient pas réussi à s'associer à une cour ou à tout le moins à une chancellerie, voire n'avaient pas pleinement pris le tournant de l'imprimerie, la promotion du basque se heurta à de très solides résistances, y compris dans le rang des bascophones. On connaît trop bien la condamnation sans appel de Unamuno pour que je m'y attarde longuement. 2 rapides citations, dont j'espère qu'elles ne rouvriront pas d'anciennes blessures, permettent de mesurer à quel point les choses ont évolué et à quel point de grands hommes peuvent se fourvoyer. Vous avez ici une première citation que je vous laisse lire. Je dirais simplement qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Unamuno. Il a dit ça en 1917, donc il y a exactement un siècle. On peut lui reprocher beaucoup de choses, mais pas l'inconstance. En effet, comme vous le savez mieux que moi, en 1901, il avait déjà fait des déclarations fracassantes aux Jeux floraux célébrés ici même à Bilbao. Les paroles tristement célèbres qu'il avait prononcées à ce moment-là, les voici, et ce sont des paroles qui ont valu à ce basque descendu de 4 Aiton Amonak basques la réputation d'être un ennemi du peuple basque. Pour Unamuno, le basque n'est pas à la hauteur de la pensée moderne. Le choix est clair selon lui parce qu'il n'y a pas d'autre choix, pas d'alternative, pas de solution de remplacement autre que le remplacement du basque par le castillan. Il prône ce que les sociolinguistes catalans appelleront plus tard la substitution linguistique, terme moins angélique que le language transfer de leurs homologues états-uniens. Qu'en est-il un siècle plus tard ? Selon la plus récente enquête menée d'avril à décembre 2016 et dont les résultats sont disponibles en ligne, le chiffre actuel des bascophones serait d'environ 3/4 million, plus exactement 751 000. La langue est parlée par plus d'un habitant sur 4 au Pays basque espagnol, y compris par presque la moitié de la population, avec évidemment d'importantes variations diatopiques entre, d'une part, les centres urbains moins bascophones et les régions rurales, et d'autre part, les différentes provinces espagnoles et françaises. Vous avez là un aperçu de ces chiffres. Ces chiffres sont en constante augmentation depuis la fin du régime franquiste, la Constitution démocratique de 1978 et la nouvelle reconnaissance du statut d'autonomie du Pays basque, statut qu'il avait déjà obtenu, sauf erreur, sous la Seconde République. En ce qui concerne non seulement non plus la connaissance de la langue basque, mais son emploi, indice de vitalité peut-être plus important encore, on voit bien que cette langue se porte bien dans le Guipuscoa et en Basse-Navarre, où presque 40% et 28% de la population s'en sert davantage ou autant que de l'espagnol ou du français. Province suivie de la Biscaye, où c'est la situation de 13% de la population. Vous voyez cela ici en ajoutant, en additionnant ce qui est en vert, ce qui est en orange, disons. On s'imagine donc le basque faisant un pied de nez à Don Miguel,
et traduire le mot célèbre de Mark Twain, qui avait dit « The report of my death was an exaggeration ». Et vous l'avez là en basque. En effet, faisant écho à ce que Bernardo Achaga a dit ce matin en nous parlant de la galaxie des langues, je voudrais rapidement signaler ici que selon un outil qui s'appelle le baromètre des langues, que vous trouvez sur Internet, qui a été préparé par un sociolinguiste français tunisien, en fait, Louis-Jean Calvet, qui a répertorié les 500 langues qui ont plus d'1 million de locuteurs. Et bien sur cette liste, évidemment, l'anglais se trouve en première position, l'espagnol en deuxième, le catalan en 19e, le galicien 49e position et le basque en 51e position. Dans les, mettons, 5000 langues parlées au monde. Donc c'est loin d'être un mauvais résultat, je dirais. Nous pourrons en parler plus tard. Évidemment, et là je regrette que mon PowerPoint se soit déplacé, oui, je ne peux pas arranger ça maintenant. Évidemment, les réactions contemporaines aux verdicts vexatoires prononcés par Unamuno ne se sont pas fait attendre. Un livre suffirait à peine pour en faire le tour. Je me contenterai d'une seule réaction. Elle date également de 1901 et elle est signée de l'autre grand intellectuel basque de l'époque, Pío Baroja. Pío Baroja reconnaît l'insuffisance de sa langue ancestrale sur le plan conceptuel et argumentatif. Donc de ce point de vue-là, il est d'accord avec Unamuno. Il dit « Nadie creo que tratará de traducir al vascuense la lógica de Hegel ». Évidemment, il ne pouvait pas savoir que l'histoire allait lui donner tort. Javier Insausti et Ibn Uribarri viennent de traduire Hegel il y a quelques années en basque. Mais Baroja n'en tire pas la même conclusion que Unamuno. Loin de renoncer à l'euskera, il lui réserve une place certaine, quoique de second ordre, dans la vie du peuple basque et au-delà, dans la nation espagnole. Alors, je vais lire le début de la citation, vous pourrez lire le reste. Hemos de desear los vascongados que desaparezca el vascuence. No, ni los demás españoles tienen motivo para desearlo, porque no solo se vive de pensamientos. En la vida también tiene su importancia la canción y el baile y el refrán y el dicho agudo. Y todas estas cosas típicas nuestras desaparecerán de la tierra vasca el día que desaparezca el vascuence. Y je saute à la fin, y la vieja España será el país más uniforme y monótono del mundo. Vous me direz peut-être que ce n'est pas beaucoup mieux que Unamuno, et vous n'auriez pas tort. La différence entre les deux hommes réside cependant en ceci. Là où Unamuno enferme la question del vascuence, qui est le titre d'un autre de ses textes, dans une logique qui exclut l'une des deux langues en contact, Baroja tente d'instaurer une logique inclusive qui réserve une certaine place à l'une et à l'autre langue. On n'a donc plus une simple opposition ou, mais une combinaison et, avec certes une hiérarchie, une division du travail discursif très marquée. Le castillan, langue de l'esprit, du zeitgeist et de la culture avec C majuscule, demeure le code H, comme on dit en étude de diglossie, alto. Tandis que le basque, langue du cœur et du terroir, de la Heimat, est relégué aux formes d'expression culturelle plus populaires et plus pittoresques. Par-delà leurs différences réelles, les deux membres de l'illustre génération del 98 disent toutefois la même impossibilité, celle de faire de la littérature en basque, et partant, d'avoir une carrière vraiment bilingue, non plus en espagnol avec des références et des réalia basques, mais composée d'œuvres rédigées tantôt en castillan, tantôt en basque, selon le genre ou selon le public. Le bilinguisme littéraire ne devient possible que lorsqu'il y a assez de lecteurs dans la langue dominée, lorsqu'une frange assez importante a été alphabétisée et scolarisée dans cette langue. Ce moment était encore lointain à l'époque de Unamuno et Baroja. Même si ces derniers, maîtrisant l'un et l'autre le basque, étaient sans doute conscients de vivre une époque de changement, de mutation sociale, où le rapport entre les deux langues se modifiait. Unamuno, élu député en 1931, demande à être entendu des Cortes quand celle-ci s'apprête à déposer un projet de loi
envisageant le statut co-officiel des langues minoritaires dans leurs régions respectives. La question du choix linguistique, en effet, devient seulement réelle quand se profile un nouveau public à l'horizon, public auquel on peut dès lors choisir ou non de s'adresser dans sa propre langue. C'est une idée que j'ai développée à partir de Jean-Paul Sartre, qui dit exactement cela. Il dit que l'écrivain s'interroge sur sa mission lorsqu'il aperçoit par-delà les lecteurs d'élite une masse amorphe de lecteurs possibles qu'il peut choisir ou non de gagner. Mais Sartre disait cela, il pensait en termes de sujet, de thématique, alors que moi j'ai traduit cette idée-là, mais en termes de langue. Voilà esquissé à grands traits la spécificité et l'originalité de l'autotraduction comme pratique particulière d'écriture bilingue. L'autotraducteur n'écrit pas seulement en 2 langues, il écrit le même livre en 2 langues, il réécrit le même livre en 2 langues, ce qui lui ouvre la possibilité de rejoindre des publics différents. Il peut décider de passer outre l'audience restreinte de sa communauté immédiate pour s'adresser à un plus vaste univers culturel s'il le souhaite. En fait, ce qu'on constate en Espagne depuis les années 80, c'est une augmentation considérable d'écrivains qui ont choisi cette voie-là, donc d'écrire dans les 2 langues, d'écrire les mêmes livres dans les 2 langues. Julio César Santoyo, en 2006, avait estimé qu'il y en avait plus de 200, mais je crois que ce chiffre est dépassé de beaucoup, qu'il y a plusieurs centaines d'écrivains qui se sont essayés au moins une fois à l'autotraduction, donc à la publication du même livre dans 2 langues. Ces écrivains sont d'expression catalane, galicienne ou basque. Ils sont également bilingues, ou plus exactement diglottes, car ils maîtrisent tous le castillan. Ces doubles compétences linguistiques et culturelles facilitent la décision de se traduire eux-mêmes. 2 fois sur 3, voire plus souvent, ils le feront vers la plus prestigieuse de leurs 2 langues. Il y a là aussi d'importantes exceptions. Au Pays Basque, vous connaissez le cas de Mariasun Landa, écrivaine très importante pour la littérature pour la jeunesse, qui a plutôt tendance à se traduire de l'espagnol vers le basque. Dans les 2 cas, cependant, il faut constater que l'autotraduction ici n'est pas horizontale, n'a pas lieu entre 2 langues qui ont un statut égal, comme cela peut être le cas de Beckett entre le français et l'anglais, ou de Ariel Dorfman aux États-Unis entre l'espagnol et l'anglais. Mais ici, ce rapport, cette autotraduction est asymétrique et, pourrait-on dire, verticale. Il y a en effet 2 cas de figure, le plus fréquent étant ce que j'ai appelé la supra-autotraduction, un mouvement ascendant du bas vers le haut et globalement centripète, de la périphérie vers le centre de la galaxie des langues, de la langue dominée vers la langue dominante. Cette supra-autotraduction représente une forme d'affranchissement par rapport aux frontières linguistiques en général et aux limites géopolitiques de certaines langues en particulier. C'est également une revendication de liberté, une manière parfois d'autopromotion, mais autopromotion qui sera toujours individuelle pour l'auteur minoritaire, sans jamais devenir une solution collective pour la langue minoritaire. Comme l'a rappelé notre collègue de Bordeaux qui a parlé de Bernard Manciette, effectivement, l'autotraduction peut renforcer la diglossie collective. Donc, dans le cas de cette supra-autotraduction, évidemment, il est question d'une certaine promotion, puisque l'auteur devient son propre ambassadeur, son propre impresario, son propre courtier, vous choisirez votre métaphore, mais il le fera à ses risques et périls, car ce type d'autotraduction est aussi une arme à double tranchant, tout en lui donnant plus de visibilité, tout en lui conférant un public plus grand, un possible avantage concurrentiel sur ses confrères, entre guillemets, confinés dans leur langue dominée. La supra-autotraduction risque d'occulter la création originale en langue source minoritaire, renforçant par là la position dominante de la langue cible majoritaire. C'est un risque inhérent à l'autotraduction verticale. Et plus la langue cible sera centrale dans la galaxie des langues, plus ce risque est réel. J'ai encore combien de minutes ?
Voilà. À cela s'ajoute une deuxième spécificité du transfert autotraductif, son ancrage local ou sociétal, comme on dit maintenant en français, en employant un anglicisme, mais en sciences sociales, évidemment, hein, sociétal plutôt que social. C'est-à-dire que, ce que je veux dire par là, c'est que l'auteur et le traducteur, qui n'en font qu'un dans le cas de l'autotraduction, habitent forcément le même territoire. Hein, l'écrivain bilingue ne se déplace pas pour traduire. Il n'y a donc pas de translatio. Il y a traductio, mais pas translatio. Les publics auxquels il s'adresse dans chaque langue ne sont pas non plus toujours séparés, physiquement et géographiquement, mais peuvent se voisiner, voire se recouper. En effet, il ne faudrait pas croire que chaque langue corresponde à un public unilingue, mais en réalité, dans un cas, on s'adresse dans la langue centrale à un public unilingue, tandis que dans la langue minoritaire, on s'adresse à un public également bilingue, hein, ce qui permet toutes sortes de stratégies d'écriture. Ceci est évidemment tout le contraire de la traduction courante. La traduction courante, telle qu'elle est conceptualisée dans les études de la traduction le plus souvent, franchit les frontières des langues et des États. Et habituellement, elle n'est pas faite au pays de l'original. Par exemple, aux Pays-Bas, on ne s'occupe guère de traduire des auteurs néerlandais. En Italie, on ne s'occupe pas de traduire des auteurs italiens. Peut-être qu'on se pose la question qu'il y a des fonds pour promouvoir, mais la traduction se fait à l'étranger, elle se fait ailleurs. Dans le cas de l'autotraduction, en situation minoritaire, l'autotraduction se fait sur place, au même endroit que l'écriture de l'original. Donc cette situation n'est pas du tout absurde, hein, ça peut paraître absurde du point de vue de la traduction typique, normale, hein, mais ici, il n'est pas du tout rare que la langue source et la langue cible cohabitent dans un même cadre étatique, comme c'est le cas dans l'Espagne, pays dont la réalité plurilingue a été reconnue par la Constitution de 1978. Alors, ce nouveau statut légal et politique des langues minoritaires offre par ailleurs la possibilité d'écrire dans la langue maternelle et de se traduire et de jouer ainsi sur les deux tableaux. Et ce que je voudrais dire ici rapidement, c'est que l'autotraduction ouvre un espace de liberté, de choix, parce que les auteurs peuvent désormais décider dans quelle langue ils vont écrire, vers laquelle des deux langues ils vont se traduire, ou ne pas se traduire. Ils ont le choix aussi de ne pas se traduire. Et c'est un discours qui existe en Occitanie, qui existe en Espagne, qui existe en Écosse. Il y a des auteurs minoritaires qui refusent de se traduire justement parce qu'ils ont peur que l'autotraduction en langue majoritaire occulte l'original du fait que cette autotraduction est signée de la main de l'auteur et porte la griffe de l'auteur. Voilà, donc je crois que c'est un message positif. Nous savons d'ailleurs, je n'ai pas le temps de développer cela, que le fait que l'autotraduction soit signée de l'auteur explique pourquoi très souvent les traductions vers des langues tierces se font, pas toujours, mais se font souvent à partir de la traduction, l'autotraduction en langue majoritaire. Mais je crois que, et je sais qu'il y a des critiques en Espagne même, parce qu'on dit qu'il faudrait écrire en catalan et pas se traduire, écrire en euskera et pas se traduire, certes, mais il ne faut pas oublier, c'est pour ça que j'ai fait exprès de mentionner tout à l'heure Unamuno et Baroja. J'aurais pu mentionner Camilo José Cela pour le cas du gallego. Et il fut une époque, pas si lointaine, où si les auteurs voulaient entrer de plein pied dans le champ littéraire espagnol, ils n'avaient d'autre choix que de publier en castillan. Tandis qu'aujourd'hui, quelqu'un comme Bernardo Achaga est considéré comme un écrivain espagnol à part entière, même s'il écrit en basque. Donc, je pense que c'est toujours l'histoire du verre à demi plein et du verre à demi vide. Moi, je ferai la promotion du verre à demi plein, que l'autotraduction ouvre un espace de liberté, de choix, qui n'existait pas avant. Et je vous remercie de votre attention.